Bienvenue sur Cardio Online pour cet épisode de la série du Tac au Tac qui sera consacré au SGLT2, communément appelé les glyphosines, et nous les appellerons les glyphosines. Nous allons parler de leur utilisation dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Je suis François Diévard, cardiologue libéral à Dunkerque, et j'ai le plaisir d'être avec Damien Lojard, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris, pour cet échange autour de 6 questions pratiques sur ce thème. Damien, première question. Il y a eu de nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en 2021. Ça change quoi, ces recommandations? Effectivement, donc de nouvelles recommandations à la fois européennes, publiées fin 2021, mais également américaines, publiées début 2022, il y a très peu de temps, qui proposent de profondes modifications. La première, c'est l'introduction de cette nouvelle classe thérapeutique, donc des glyphosines. La deuxième modification importante, c'est qu'il y a dorénavant 4 grandes classes thérapeutiques qui sont en première ligne et qui sont recommandées d'emblée sans hiérarchisation entre elles. Et ces 4 classes, juste pour les nommer, incluent premièrement un IEC ou un ARNI, saccharomyces-valsartan, deuxièmement un bêta-bloquant, troisièmement un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes et quatrièmement une glyphosine, qui est donc la dernière venue dans ces recommandations. François, comment faire avec ces nouvelles recommandations? Damien, il faut donc pouvoir s'assurer que le patient ait les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque que tu viens de citer, qui sont le traitement de fond, et qu'il ait les doses cibles validées dans les essais thérapeutiques qui peuvent être les doses maximales tolérées pour ce patient, et qu'il ait ces 4 traitements dans les délais les plus courts possibles, et cela change au moins 3 choses. Il faut pouvoir en consultation voir le patient rapidement après une hospitalisation pour décompensation pour insuffisance cardiaque, pour débuter le traitement s'il n'a pas ce qu'il faut et titrer les traitements puisque certains traitements demandent plusieurs semaines pour arriver à la dose cible. Il faut aussi savoir pourquoi certains traitements parmi les 4 piliers n'ont pas été débutés à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait une contre-indication? Et il faut donc disposer du courrier explicite de sortie. Et enfin, chez un patient chronique stable, et là j'insiste, qui consulte, il ne faut pas hésiter à augmenter les doses si nécessaire et introduire les piliers manquants. Damien, en pratique hospitalière, que devrait dorénavant comporter le courrier de l'ordonnance et l'ordonnance de sortie d'un patient qui a été hospitalisé pour décompensation cardiaque? Il faut se souvenir qu'à l'hôpital, que le patient va rester très vulnérable les semaines qui suivent sa sortie et que toutes les études de vraie vie montrent que cette transition hôpital-ville souffre d'une certaine inertie. On a donc intérêt à ce que le patient sorte de l'hôpital le mieux traité possible. Donc ça, c'est le message important. Alors, en pratique, on va essayer d'introduire les 4 grandes classes avant la sortie, sans nécessairement les titrer toutes, évidemment. Il est difficile de tout introduire en même temps, donc ça va dépendre du profil clinique, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, par exemple, où on va introduire préférentiellement d'abord telle ou telle classe avant telle autre classe. Et il faut effectivement indiquer clairement dans le compte-rendu d'hospitalisation le schéma d'optimisation souhaité et on essaye toujours avant la sortie de planifier ce suivi immédiat dans les semaines qui suivent la sortie avec les médecins de ville et de plus en plus souvent, c'est dans les infirmières, soit de ville, soit d'une unité dite d'insuffisance cardiaque. En pratique, ça c'est à l'hôpital, mais comment gérer ça en ville? Alors, comme je l'ai dit, il faudrait avoir une excellente coordination hôpital-ville pour que le cardiologue puisse avoir un emploi du temps lui permettant de recevoir rapidement, c'est-à-dire dans les 15 jours qui suivent la sortie, le patient et connaître le traitement qu'il a. Et donc savoir pourquoi il n'aurait pas un des traitements ou pourquoi il n'aurait pas la dose maximale tolérée parmi les 4 traitements qui doivent être là. Comment le savoir? D'abord, demander au patient s'il peut le savoir, surtout disposer d'un courrier explicite et sinon, joindre le cardiologue hospitalier par téléphone si cela est possible. Sinon, je pense qu'il ne faut pas hésiter en consultation à débuter les traitements qui n'ont pas été introduits et augmenter les doses des traitements jusqu'aux doses cibles pour ceux qui ont été introduits. Enfin, bien sûr, s'il est encore dans la phase fragile, il faut veiller à ce que le niveau d'hydratation du patient soit correct et que la pression artérielle le permette. Et donc, ceci m'amène à la question, comment on fait à l'hôpital pour gérer un patient qui est en insuffisance cardiaque décompensée pour pouvoir introduire ces 4 traitements? Damien.
En fait, on garde en tête les mêmes idées qu'évoquées précédemment, hein, à savoir, toujours pareil, le patient sera vulnérable après sa sortie, il y aura de l'inertie thérapeutique, donc on va essayer de faire au mieux pour que le patient sorte le mieux traité possible. D'une part, on essaye de ne pas tout stopper quand le patient décompense, et c'est le plus souvent possible si le patient n'est pas en état de choc ou en insuffisance rénale aiguë sévère. Et puis, d'autre part, on introduit avant la sortie ce qui ne l'était pas encore, voire on peut titrer certaines de ces classes hein, si le patient recevait déjà ces dites classes. Et à nouveau, on proposera toujours une planification après la sortie en lien avec le médecin de ville. Ça, c'est dans les cas les plus simples, hein, mais il y a des cas plus compliqués, François, en cas d'insuffisance rénale ou de traitement par insuline. Alors, la question se pose essentiellement pour le nouvel arrivant que sont les glyphlosines. Dans l'insuffisance rénale, il y a une règle simple qui est reconnue par l'AMM. Si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 20, on ne peut pas prescrire d'empagliflozine. Et s'il est inférieur à 25, on ne peut pas prescrire de dapagliflozine. Donc, on prescrit ces molécules au-delà de ces valeurs de DFG. Il y a une inconnue. Si le DFG, le débit de filtration glomérulaire, diminue en dessous de ces valeurs, que faut-il faire? Est-ce que le rapport bénéfice-risque est en faveur de la continuation du traitement ou est-ce qu'il faut l'arrêter? Je pense que dans ce cas, il y a un vrai bénéfice des traitements et qu'il est utile de discuter avec un néphrologue afin d'avoir une réunion multidisciplinaire réduite pour savoir ce que l'on peut et ce que l'on va faire. S'il y a de l'insuline, il n'y a pas de contre-indication, mais ça expose à une majoration du risque d'hypoglycémie due à l'insuline et au risque d'acidocétose. Donc, s'il y a de l'insuline et une hémoglobine glyquée assez basse, il faut réduire la dose d'insuline de 20% en moyenne. Et s'il y a un diabète de type 1, c'est-à-dire un traitement exclusivement par insuline, il faut avoir une concertation avec le diabétologue. Donc, les choses sont assez simples. Deux cas de figure, DFG bas ou insuline, discussion avec le partenaire spécialiste spécialisé de ce problème. Bien, merci François. Donc, il est temps de conclure. Donc, on retient d'une part que le traitement de première ligne dans l'insuffisance cardiaque à effet réduite comporte dorénavant 4 classes sur le même rang de hiérarchisation. Il y a un IEC ou un ARNI, un bêta-bloquant, un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes et une glyphlosine, le tout sur un même plan. Deuxièmement, il faut essayer d'introduire et de titrer ces médicaments sur un temps le plus court possible. Le plus souvent, ça sera quand même quelques semaines, mais en s'adaptant au profil clinique du patient, de sa tolérance. Et pour ce faire, il faut un parcours de soins qui soit mis en place et coordonné. Nous espérons que ce rapide échange entre nous vous sera utile et à bientôt sur Cardio Online.